Le problème quand on progresse. Même si vous faites bien la différence entre vos défis de volonté et votre valeur morale, il est toujours possible de tomber dans le piège de l'autorisation morale. Les Américains sont tout particulièrement excellents à ce jeu. Ils aiment féliciter le progrès et les efforts aboutis. Le progrès, c'est bien. Et on sent bien quand on progresse dans ses objectifs. Tellement bien qu'on aime bien se féliciter. Bravo à toi. Peut-être devrions-nous réfléchir à 2 fois avant de nous décerner une médaille. Si la plupart d'entre nous croient que progresser dans leurs objectifs est la promesse d'un succès encore plus grand, les psychologues savent que nous sommes trop prompts à prendre le progrès comme prétexte pour lever le pied. Ayelet Fishbach, professeur à l'école supérieure de commerce de l'université de Chicago, et Ravi Dar, professeur à l'école de management de Yale, ont démontré que progresser vers un objectif pousse les gens à se livrer à un comportement qui sabote leur objectif. Au cours d'une étude, ils avaient rappelé à des personnes au régime qui étaient parvenues à perdre du poids qu'elles avaient fait de gros progrès par rapport à leur poids idéal. Ils ont ensuite offert à ces personnes un petit cadeau sous la forme d'une pomme ou d'une barre chocolatée, au choix. 85% de ces personnes ont choisi la barre chocolatée, contre 58% des personnes au régime à qui l'on n'avait pas rappelé leur progrès. Une seconde étude trouva le même effet pour des objectifs académiques. Les étudiants que l'on avait félicités pour le temps qu'ils avaient passé à réviser pour un examen risquaient plus de se retrouver à passer la soirée suivante à s'amuser avec des copains. Le progrès peut nous faire abandonner le but pour lequel on a travaillé tellement dur parce qu'il change l'équilibre des puissances entre les 2 parties de nous-mêmes qui sont en compétition. Rappelez-vous que, par définition, un défi de volonté implique 2 buts conflictuels. Une partie de vous pense à vos intérêts à long terme, par exemple la perte de poids, l'autre partie veut une gratification immédiate, le chocolat. Quand vous êtes face à la tentation, votre moi le plus élevé doit parler plus fort que la voix de vos menus plaisirs. Toutefois, réussir à se maîtriser a une conséquence involontaire. Cela satisfait temporairement, et donc fait taire, le moi le plus élevé. Quand vous progressez vers votre but à long terme, votre cerveau, qui passe en revue tous vos objectifs, stoppe les processus mentaux qui vous poussent à poursuivre votre but à long terme. Il tournera alors son attention vers le but qui n'a pas été satisfait, c'est-à-dire la voie de vos menus plaisirs. Les psychologues appellent cela la libération par rapport à l'objectif. Le but que vous avez éliminé par le biais de votre self-control va devenir plus important et toute tentation n'en sera que plus tentante. En termes pratiques, cela signifie qu'un pas en avant vous permet d'en faire 2 en arrière. Mettre sur pied un plan d'épargne automatique pour votre retraite satisfait la partie de vous-même qui veut faire des économies, affranchissant la partie de vous-même qui veut faire du shopping. Trier vos dossiers satisfait la partie de vous-même qui veut travailler, affranchissant la partie de vous-même qui veut regarder le match à la télé. Vous écoutiez l'ange sur votre épaule, mais maintenant, le diable a l'air plus convaincant. Même l'outil le plus sûr pour atteindre un objectif, la liste des choses à faire, peut se retourner contre vous. Avez-vous jamais fait une liste de tout ce que vous deviez faire pour un projet, après quoi vous vous êtes senti tellement bien vis-à-vis de vous-même que vous avez estimé que vous aviez fait ce que vous aviez à faire sur le projet ce jour-là? Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Parce que c'est un tel soulagement de rédiger cette liste que nous confondons la satisfaction d'avoir identifié ce qui doit être fait avec un réel effort vers ce but. Ou, comme l'a dit l'un de mes étudiants, il adore les séminaires sur la productivité parce qu'ils lui donnent l'impression d'être productif, même si rien n'a encore été produit. Même si cela va à l'encontre de tout ce que nous croyons vis-à-vis de la façon d'atteindre un objectif, nous concentrer sur nos progrès peut nous empêcher de réussir. Cela ne veut pas dire que le progrès en soi est un problème. Le problème du progrès, c'est le sentiment qu'il nous donne, et encore, ce n'est un problème que si nous écoutons ce sentiment plutôt que de continuer à poursuivre notre objectif. Le progrès peut être motivant, il peut même inspirer un self-control futur, mais seulement si vous voyez vos actions comme la preuve que vous vous consacrez à votre objectif. Autrement dit, il faut que vous regardiez ce que vous avez accompli et que vous en concluiez que vous devez vraiment tenir à votre objectif, à tel point que vous voulez encore faire plus pour l'atteindre. Cette perspective est facile à adopter, ce n'est simplement pas notre état d'esprit habituel. En général, nous cherchons plutôt une raison d'arrêter. Ces 2 états d'esprit ont des conséquences très différentes. Quand les gens ont fait quelque chose de concret dans le sens d'un de leurs objectifs, par exemple ils ont fait de l'exercice, étudié ou économisé de l'argent, si on leur demande « Quel progrès pensez-vous avoir fait par rapport à votre objectif ?», ils auront plus tendance à faire ensuite quelque chose qui va à l'encontre de leur objectif, comme se passer de gym le lendemain,
traîner avec des amis plutôt que d'étudier ou acheter quelque chose d'onéreux. Au contraire, si on demande à ces mêmes personnes à quel point vous consacrez-vous à votre objectif, elles ne sont pas tentées par un tel comportement en contradiction avec leur objectif. Un simple angle de vue différent les amène à des interprétations différentes de leurs propres actions. Ouvrez les guillemets, j'ai fait cela parce que c'est ce que je voulais, et non pas, j'ai fait cela, super, maintenant je peux faire ce dont j'ai vraiment envie. Expérience de volonté. Pour renoncer à l'effet de compensation, rappelez-vous le pourquoi. Comment se concentrer sur l'engagement plutôt que sur le progrès? À la suite d'une étude, les chercheurs de l'Université des sciences de Hong Kong et de l'Université de Chicago proposèrent une stratégie. Quand ils ont demandé à des étudiants de se rappeler une fois où ils avaient résisté à une tentation, il s'est ensuivi un effet de compensation morale et 70% se sont fait plaisir à la première occasion qui s'est présentée. Mais quand ils ont également demandé aux participants de se rappeler pourquoi ils avaient résisté, l'effet de compensation morale a disparu et 69% ont résisté à la tentation. Comme par magie, les chercheurs avaient découvert un moyen simple de booster le self-control et d'aider les étudiants à faire un choix qui soit cohérent avec leurs objectifs d'ensemble. En vous rappelant pourquoi vous avez résisté à la tentation, ce que vous ressentez vis-à-vis de la récompense plaisir change. Cette prétendue gâterie ressemble plus à la menace qu'elle est pour vos objectifs et y céder ne paraît plus si bien. Se rappeler le pourquoi vous aidera aussi à reconnaître et à saisir d'autres possibilités qui iront dans le sens de votre objectif. La prochaine fois que vous vous retrouverez à utiliser une bonne action du passé comme justification pour vous octroyer un petit plaisir, faites une pause et rappelez-vous le pourquoi. Quand demain justifie aujourd'hui. Que ce soit parce que nous avons bien progressé ou parce que nous nous rappelons comme nous avons su résister à la tentation la veille, nous sommes prompts à nous féliciter pour un bon comportement passé. Mais ce qui est plus étonnant dans cet effet de compensation morale, c'est que nous ne nous contentons pas de prendre en compte les actions passées. Nous prenons en compte aussi bien celles du futur et nous nous félicitons d'une action vertueuse que nous avons prévue. Par exemple, les gens qui ont simplement l'intention de faire de l'exercice plus tard ont plus tendance à faire un copieux repas. Cette habitude nous permet de pêcher aujourd'hui et de nous racheter plus tard, c'est du moins ce que nous nous disons. Ne vendez pas la peau du poulet grillé avant de l'avoir commandé. Imaginez la scène, il est midi, vous êtes pressé, et le plus pratique est que vous passiez au fast-food. Vous essayez de surveiller votre poids et d'améliorer votre santé, alors vous avez l'intention d'éviter les aliments du menu les plus propices à vous faire grossir. Alors que vous commencez à faire la queue, vous avez la joie de découvrir qu'outre les plats riches habituels, le restaurant offre une nouvelle gamme de salades. Ce restaurant est proche du bureau, alors vous y venez plus souvent que votre tour de taille ne l'aurait souhaité. Vous êtes ravi parce que maintenant, vous aurez des choix dont vous n'aurez pas à vous sentir coupable. Vous faites la queue et vous réfléchissez à ce que vous allez choisir entre la salade du jardin et la salade au poulet grillé. Et puis, lorsque vous êtes devant le guichet, vous entendez les mots « un double cheeseburger frites » sortir de votre bouche. Que s'est-il passé? Il semblerait que les vieilles habitudes se sont rappelées à vous, ou peut-être est-ce l'arôme des frites qui l'a emporté sur vos bonnes intentions. Mais croiriez-vous que la présence d'aliments sains sur le menu vous ait poussé à commander le cheeseburger et les frites? C'est pourtant la conclusion de plusieurs études de chercheurs en marketing du Baruch College de l'université de la ville de New York. Les chercheurs étaient intrigués de constater que, lorsque McDonald's ajoutait des aliments plus sains à son menu, les ventes de Big Mac faisaient un bond. Pour comprendre pourquoi, les chercheurs ont établi leur propre menu de fast-food et ont ouvert un faux restaurant. Les convives devaient choisir un plat sur le menu qu'on leur tendait. Tous les menus offraient un choix classique de ce qu'on trouve dans un fast-food. Frites, nuggets de poulet, potatoes, etc. La moitié des participants reçurent un menu spécial sur lequel figurait, en outre, une salade équilibrée. C'est parmi ceux-là qu'on a trouvé le plus grand pourcentage de participants choisissant le plat le moins bon pour la santé et celui qui faisait le plus grossir. Les chercheurs ont trouvé le même résultat pour les choix d'un distributeur automatique. Quand on a ajouté au choix de divers paquets de cochonneries industrielles un paquet de cookies allégés, les participants ont eu plus tendance à choisir l'option la moins bonne pour leur santé, en l'occurrence des Oreos recouverts de chocolat. Comment est-ce possible? Parfois, l'esprit devient tellement excité à l'idée d'avoir la possibilité de faire quelque chose dans le sens de l'objectif qu'on s'est fixé qu'il confond cette possibilité avec la satisfaction d'avoir effectivement atteint l'objectif. Et quand on n'a plus à s'occuper de l'objectif qui imposerait un choix équilibré, l'autre but non atteint, à savoir le plaisir immédiat, devient prioritaire. Vous ressentez moins la pression de prendre ce qui est bon pour la santé et un plus fort désir de prendre ce qui vous fait plaisir.
En fin de compte, et bien que cela n'ait aucun sens, vous vous donnez l'autorisation de commander ce qui a le plus de chances de boucher vos artères, d'élargir votre tour de taille et de réduire votre espérance de vie. Du coup, on peut se demander s'il est bon que le système de santé publique pousse pour qu'il y ait au moins un plat équilibré proposé dans les cantines, les distributeurs et les chaînes de restaurants. À moins que le changement ne soit généralisé et que tous les choix proposés soient plus sains, il y a un risque que les gens optent pour quelque chose d'encore moins bon pour eux que si l'on n'avait rien fait. Peut-être pensez-vous ne pas être concerné par cet effet de compensation morale. Vous avez sûrement plus de self-control que les pigeons de ces études. Si c'est le cas, alors vous avez du souci à vous faire. Les participants qui s'estimaient le mieux dotés en self-control, en particulier par rapport à la nourriture, étaient ceux qui étaient le plus enclins à choisir ce qu'il y avait de moins bon pour la santé dès qu'un aliment équilibré était proposé. S'ils étaient 10% à faire ce choix quand le menu n'offrait pas de salade, ils étaient 50% lorsque la salade était proposée. Peut-être étaient-ils tellement sûrs qu'ils commanderaient ce plat équilibré dans le futur qu'ils se sentaient dédommagés à l'idée de commander des frites le jour même. Cela illustre une erreur fondamentale que nous commettons lorsque nous pensons à nos choix futurs. À tort, nous sommes toujours convaincus que demain, nous prendrons une décision différente. Je fume cette cigarette aujourd'hui, et seulement celle-ci, mais à partir de demain, c'est fini. Je saute la gym aujourd'hui, mais je suis sûr que j'irai demain. Je dépense une fortune en cadeau de Noël cette semaine, mais après plus rien pendant au moins 3 mois. Un tel optimisme nous donne l'autorisation de nous faire plaisir aujourd'hui, surtout si nous savons que nous aurons la possibilité de choisir autre chose la prochaine fois. Par exemple, les chercheurs de l'université de Yale ont donné à des étudiants le choix entre un yaourt à 0% de matière grasse et un cookie aux pépites de chocolat. Quand on a dit à certains étudiants qu'ils auraient les mêmes choix la semaine suivante, 83% ont choisi le cookie, contre 57% de ceux qui pensaient que c'était une offre ponctuelle. Même schéma quand il s'agissait de regarder une émission intellectuelle ou un spectacle sans prétention. Je pourrais bien me cultiver la semaine prochaine. Et quand ils ont dû choisir entre une petite récompense financière immédiatement ou une plus grosse plus tard, j'ai besoin de cet argent maintenant, mais la semaine prochaine, j'attendrai la plus grosse récompense. En fait, 67% des étudiants à qui l'on avait dit qu'ils auraient le même choix la semaine suivante ont annoncé qu'ils choisiraient l'option la plus vertueuse. Mais lorsqu'ils se sont effectivement retrouvés au laboratoire la semaine suivante, seulement 36% ont effectivement fait un choix différent. Cependant, ils se sentaient beaucoup moins coupables d'avoir cédé à la tentation la première fois, car ils pensaient qu'ils pouvaient se rattraper plus tard. Sous le microscope. Empruntez-vous à demain. Dans vos décisions liées à votre défi de volonté, repérez si la promesse d'un bon comportement dans le futur intervient dans votre raisonnement. Vous dites-vous que vous vous rachèterez demain pour votre comportement d'aujourd'hui. Quel effet cela a-t-il sur votre self-control aujourd'hui ? Si vous voulez faire mieux, continuez à être vigilant jusqu'à demain inclus. Faites-vous effectivement ce que vous avez dit que vous feriez, ou le cycle « j'en profite aujourd'hui, je changerai demain » recommence-t-il encore et encore ? Pourquoi on a toujours le temps de s'en occuper demain ? Notre optimisme vis-à-vis du futur s'applique non seulement à nos propres choix, mais aussi à la facilité avec laquelle nous ferons demain ce que nous avons dit que nous ferions. Les psychologues ont montré que nous prévoyons, à tort, que nous aurons toujours beaucoup plus de temps dans le futur qu'aujourd'hui. Comment notre cerveau nous joue des tours ? C'est ce qu'ont remarquablement démontré 2 professeurs de marketing. Robin Tanner de l'université du Wisconsin à Madison et Kurt Carlson de l'université de Duke en Caroline du Nord. Ils étaient intrigués par les erreurs que commettent les consommateurs par rapport au temps qu'ils consacreraient, selon eux, à des appareils de musculation dont 90% seraient voués à prendre la poussière au sous-sol. Ils étaient curieux de savoir à quoi pensaient les gens quand ils imaginaient leur utilisation future de ces haltères longs et de ces appareils pour abdominaux. Imaginaient-ils un futur similaire au présent, plein d'obligations concurrentes, de sources de distraction et de fatigue quotidienne ? Ou imaginaient-ils une réalité autre ? Pour répondre à cela, ils ont demandé à tout un tas de gens de prévoir combien de fois par semaine, en moyenne, ils utiliseraient ces appareils le mois prochain. Ils ont ensuite posé la même question à un autre groupe de personnes, mais avec une importante modification. En imaginant que nous vivions dans un monde idéal, combien de fois par semaine utiliseriez-vous ces appareils le mois prochain ? Il n'y avait aucune différence dans les estimations des 2 groupes. Par défaut, les gens répondaient à la question « dans un monde idéal », même quand on leur avait demandé de prévoir leur comportement réel et non pas idéal. Nous voyons l'avenir sans réellement voir les défis d'aujourd'hui.
Cela nous donne la conviction que nous aurons plus de temps et d'énergie pour faire dans le futur ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui. Nous nous sentons le droit de repousser cela à plus tard, convaincus que notre comportement futur compensera largement. Il est difficile d'ébranler cette tendance psychologique. Les expérimentateurs ont essayé d'obtenir des prédictions plus réalistes en donnant à certains participants l'instruction explicite. S'il vous plaît, ne donnez pas une prévision idéale, mais plutôt votre prédiction la plus réaliste possible. Ces gens-là se sont montrés encore plus optimistes par rapport à leur comportement, leurs estimations étant plus élevées que toutes les autres. Les expérimentateurs ont décidé de confronter ces optimistes à la réalité. Ils les ont donc invités à revenir 2 semaines plus tard pour dire combien de fois ils avaient effectivement utilisé les appareils. Comme on pouvait s'y attendre, le chiffre était inférieur à ce qu'ils avaient annoncé. Les gens avaient fait leurs prévisions par rapport à un monde idéal, mais ils avaient vécu 2 semaines dans le monde réel. Les expérimentateurs ont alors demandé à ces mêmes participants de prévoir combien de fois ils utiliseraient les appareils dans les 2 semaines suivantes. Plus optimistes que jamais, ils ont donné des estimations encore plus élevées que leurs prévisions initiales, et bien plus élevées que ce qu'ils avaient fait réellement au cours des 2 semaines précédentes. C'était comme s'ils avaient pris au sérieux la moyenne qu'ils avaient prévue à l'origine et qu'ils s'imposaient un entraînement plus important pour le futur afin de compenser leur performance entre guillemets anormalement pauvre. Plutôt que de voir les 2 semaines précédentes comme la réalité et leurs estimations initiales comme un idéal irréaliste, ils considéraient les 2 semaines passées comme une anomalie. Autant d'optimisme est compréhensible. Si on s'attendait à échouer à chaque objectif qu'on se fixe, on abandonnerait avant même d'avoir commencé. Mais si nous utilisons nos prévisions optimistes pour nous justifier une inaction présente, autant ne pas se fixer d'objectif du tout. Expérience de volonté. Demain ressemblera à aujourd'hui. L'économiste comportementaliste Howard Rachlin suggère quelque chose d'intéressant pour éviter le problème du « je changerai demain ». Quand vous voulez changer de comportement, cherchez à réduire la variabilité de votre comportement, pas le comportement lui-même. Il a démontré que lorsqu'on demande à des fumeurs d'essayer de fumer le même nombre de cigarettes par jour, ceux-ci réduisent peu à peu leur consommation de tabac, même quand on leur demande explicitement de ne pas essayer de fumer moins. Selon Rachlin, c'est parce que les fumeurs sont privés de la béquille cognitive habituelle qui consiste à prétendre que demain sera différent. Chaque cigarette devient ainsi non pas seulement une cigarette de plus fumée le jour même, mais une de plus fumée le lendemain, et une de plus le surlendemain, et encore le jour d'après, et ainsi de suite. Chaque cigarette devient ainsi non pas seulement une cigarette de plus fumée le jour même, mais une de plus fumée le lendemain, et une de plus le surlendemain, et encore le jour d'après. Chaque cigarette pèse ainsi nettement plus lourd, et il est beaucoup plus facile de nier les conséquences pour la santé d'une seule cigarette. Cette semaine, appliquez le conseil de Rachlin à votre défi. Cherchez à réduire la variabilité de votre comportement tous les jours. Considérez chaque choix que vous faites comme un engagement à faire ce choix systématiquement à l'avenir. Alors plutôt que de vous demander « est-ce que je veux cette barre chocolatée maintenant ?», demandez-vous « est-ce que je veux ce qui arrivera si je mange une barre chocolatée par jour pendant 1 an ?» Ou, si vous avez repoussé quelque chose que vous devriez faire, plutôt que de demander « est-ce que je préfère faire cette tâche aujourd'hui ou demain ?» Demandez-vous « est-ce que je veux vraiment ce qui arrivera si je repousse cette tâche encore et encore ?»